Je reçois souvent des messages de membres de la communauté rock, la communauté des personnes qui rêvent, qui osent et qui créent, qui demandent à savoir quels sont, selon moi, les secteurs d'activité porteurs. Alors, comme vous savez, sur cette chaîne, on parle beaucoup de business et d'entrepreneuriat. Il m'arrive assez souvent de présenter des idées de business dans lesquelles vous pouvez investir avec des montants différents. Vous pouvez regarder sur la chaîne, il y a des business avec moins de 100 000, des business à partir de 100 000 jusqu'à 1 million, d'autres au-delà. Bref, il y a plusieurs vidéos de ce genre sur cette chaîne parce que notre but, c'est de prendre conscience de notre potentiel et de l'exploiter au maximum. Ça veut dire travailler notre mindset, notre état d'esprit, mais également pouvoir utiliser nos compétences pour entreprendre, gagner de l'argent, fructifier notre talent et le transformer justement en une espèce sonnante et trébuchante tout en impactant la communauté. Mais aujourd'hui, dans cette vidéo, je ne veux pas vous parler d'un business en particulier. Je veux répondre à ces personnes en évoquant les secteurs justement. On va parler de 10 secteurs principaux qui sont des secteurs porteurs dans lesquels il y a de l'argent. Des secteurs qui ont fabriqué des milliardaires en Afrique et ailleurs et qui vont en fabriquer encore pendant longtemps. Certains sont, on va dire, plus ou moins nouveaux, d'autres sont traditionnels et c'est important de pouvoir comprendre ce qui fonctionne. Avant de choisir un business, si votre objectif, c'est de gagner de l'argent, que vous voulez associer ça peut-être à votre intérêt pour telle ou telle chose, il faut connaître les secteurs qui fonctionnent. Et maintenant, dans chaque secteur, vous irez voir ce qui vous intéresse particulièrement. Parce que dans un secteur, il y a une multitude, une infinité de business qu'on peut justement faire. Donc, accrochez-vous. On va parler de ces 10 secteurs qui fabriquent des milliardaires en Afrique dans quelques instants. C'est parti. Je suis Régis Saizy, entrepreneur multipotentiel, conférencier, formateur et artiste. Je partage avec vous sur cette chaîne du contenu propulsif pour vous aider à rêver, oser et créer. Hello les rocks, j'espère que vous êtes solides. Moi je suis en parfaite forme et je suis plein de gratitude envers l'univers. Si vous êtes sur cette chaîne pour la première fois, je vous souhaite la bienvenue. Welcome on board. Ici on rêve, on ose, on crée, on est rock. C'est notre mantra. Je vous invite donc à vous abonner et à activer la cloche de notification. Et vous serez donc informé à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo sur cette chaîne. Tous les jours, je publie du contenu propulsif pour aider chacun à prendre conscience de son potentiel et à l'exploiter au maximum. Ce sont deux étapes différentes mais complémentaires. Il faut savoir ce qu'on vaut, ce qu'on peut faire. Il faut travailler à améliorer ses aptitudes. Et il faut ensuite saisir les bonnes opportunités. Parce que l'un ne va pas sans l'autre. Si vous saisissez les bonnes opportunités mais que vous n'avez pas le bon mindset, c'est pas sûr que vous y arriviez. Si vous avez le bon mindset mais que vous ne savez pas repérer les bonnes opportunités, ça ne servira pas à grand chose. Ceci étant dit, plongeons dans le vif du sujet. Secteur numéro 1 qui fabrique des milliardaires en Afrique. Je marque une petite pause pour faire une parenthèse. Ce n'est pas un classement chronologique. On ne va pas du plus rentable au moins rentable. C'est un exposé de 10 secteurs qui fabriquent des milliardaires. Alors, parenthèse fermée, premier secteur, l'éducation. Et oui, l'éducation, c'est un secteur qui rapporte beaucoup d'argent. Parce que de toute façon, lorsqu'un enfant naît, les parents ont pour réflexe de le scolariser. Après les premières années, on dit il faut qu'il aille à l'école, il faut qu'il fasse le primaire, etc. C'est aujourd'hui quelque chose d'obligatoire. Il y a des politiques dans tous les pays pour accompagner justement les personnes qui n'ont pas les moyens, par exemple, de scolariser leurs enfants, parce que l'éducation est un droit. Et il est important que l'on puisse acquérir les fondements. Lorsqu'on parle de l'éducation supérieure qui est en inadéquation avec les besoins du marché aujourd'hui, c'est autre chose. Mais au moins, le parcours primaire et secondaire, c'est quelque chose d'important pour acquérir des bases, acquérir des informations et de la connaissance qui vont être utiles dans notre monde pour pouvoir communiquer avec les autres. Parce que vous ne pouvez pas rester dans le vide comme ça et avancer. Donc, l'éducation, ça rapporte. Ça veut dire ouvrir une école. Aussi simplement que ça, c'est un exemple. Il y a d'autres choses qu'on fait dans l'éducation. Ouvrir une école, ça rapporte. Vous connaissez certainement autour de vous, dans vos pays respectifs, des personnes qui ont créé des écoles et qui ont gagné beaucoup d'argent, qu'il s'agisse d'écoles primaires, secondaires ou supérieures. Il y a les écoles, il y a maintenant les groupes scolaires, où là il y a plus de cash, parce que ça veut dire que vous ouvrez plusieurs établissements avec des spécialisations parfois. Donc regardez de ce côté-là. Vous pouvez ouvrir des écoles, des écoles classiques, vous pouvez également ouvrir des écoles, des centres de formation professionnelle. Parce que la nécessité d'aller vers l'éducation, l'enseignement technique et professionnel, elle est aujourd'hui incontestable. Tous les États l'ont compris et travaillent dans ce sens. Les gens sont fatigués d'aller à l'université pour étudier des choses qui ne rapportent rien à la fin pour devenir chômeurs. Donc, les centres de formation professionnelle vont rapporter énormément d'argent dans les prochaines années.
Ça a déjà commencé, mais ça va s'amplifier. Donc, je vous encourage à regarder de ce côté, hein. Ça peut être de la formation en photographie, en menuiserie, en peinture, en plein de choses. Tant que c'est technique, professionnelle, pratique que les gens peuvent appliquer juste après, c'est parfait. Vous pouvez également vous tourner vers le e-learning qui est en train de faire sa révolution. Et avec les nouvelles technologies, ça va être le cas pendant très longtemps encore, hein. Donc le e-learning, c'est quelque chose qui fonctionne. Je vous exhorte d'ailleurs à aller visiter notre site de e-learning à nous, la plateforme de l'Académie Rock. Ça s'appelle academyrock.com et vous retrouverez pas mal de formations pratiques que vous pouvez suivre depuis votre téléphone. Vous vous inscrivez, vous suivez depuis l'ordi ou le téléphone, hein, depuis chez vous à votre rythme. Et il y a des formations de différents domaines, hein, pour trouver sa voie. Il y a une formation, trouver sa voie et réussir sa vie. Nous avons également une formation pour réussir un business plan, une formation pour maîtriser la publicité sur Facebook, une formation pour comprendre les clés juridiques lorsqu'on crée un business et ne pas tomber dans des pièges, une formation sur l'élevage des poulets. Donc voilà, il y a plein de formations. Le lien en description, je vous encourage à aller voir ça. On va refermer ce volet-là, hein, sur l'éducation, et je finirai en disant que au-delà des écoles, des plateformes de e-learning et tout ça, vous pouvez également être dans la fabrication des cahiers, des craies, des manuels scolaires, tout ce qui est relié à l'éducation. Il y a de l'argent dedans. Bon, secteur numéro 2, l'agrobusiness. Ici, je pense qu'on ne va pas vraiment s'étendre. Un des facteurs qui explique l'intérêt pour ce secteur et la rentabilité de ce secteur, c'est la démographie africaine. Vous le savez bien, d'ici 2050, la population africaine va doubler, plus que ça. Et rien qu'en Afrique subsaharienne, on sera 2 fois plus nombreux, quasiment 2 milliards. Donc, toutes ces personnes devront être nourries comme elles devront être instruites. D'où l'intérêt de l'éducation aussi. Alors, il faut manger avant de s'instruire. Donc, vous imaginez bien que l'agrobusiness, c'est super important. Nous avons 60 à 70% des terres arables sur la planète. Mais qu'en faisons-nous? Parce que moi, ça me fait souvent mal d'entendre ça dans des discours, des plaidoyers où les gens, en fait, s'enorgueillissent. Oui, mais est-ce qu'on utilise cet avantage à bon escient? Pour l'instant, non. Et il est de notre devoir, nous, Africains, entrepreneurs, jeunes, moins jeunes, de nous tourner vers l'agriculture. Parce qu'il faut qu'on puisse avoir une indépendance alimentaire, une autonomie. C'est important de travailler pour le moment à ça. Pour le moment, on continue à importer quasiment tout ce qu'on mange. C'est quand même une calamité en 2023. Et il faut également voir de l'autre côté qu'on ne le fait pas que pour des raisons patriotiques et tout ça. Non, il y a énormément d'argent à se faire dedans. Hein, vous connaissez encore une fois forcément autour de vous des gens qui sont dans l'agriculture et qui gagnent beaucoup d'argent. Quand on parle d'agrobusiness ici, il faut comprendre qu'on parle d'agriculture et d'élevage aussi. Tout ce qui permet de nourrir des hommes. Il y a de l'argent dedans. Donc, si vous avez un bout de terre, commencez. Vous n'avez pas besoin d'attendre d'avoir 50 hectares. Et il y a différentes cultures. Regardez en fonction des besoins de votre marché, en fonction de la fertilité de votre sol. Quelle culture peut aller là-dessus? Qu'est-ce que vous pourriez faire? Où est-ce que vous pourriez le vendre? Etc. 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 C'est très important. Et comme je le disais sur notre plateforme de e-learning, on a une formation sur l'élevage des poulets de chair, d'accord, qui sont très rentables, hein, ces poulets-là. C'est des cycles de 45 jours, si je ne me trompe pas. Donc voilà, c'est rentable assez rapidement. Vous pouvez aller suivre cette formation. Ce sera très utile pour vous. Secteur numéro 3, c'est relié dans une certaine mesure à l'agro-business, mais j'ai voulu quand même l'extraire et le dissocier. C'est la transformation, tout ce qui concerne l'industrie. Alors, en principe, ça fait partie de l'agro-business, mais je voulais vraiment dissocier les deux pour que vous compreniez que vous avez la possibilité d'être uniquement dans la production ou de la transformation. Maintenant, ceux qui veulent avoir un schéma idéal, ben, ils contrôlent la chaîne de bout en bout. D'accord? La transformation, c'est ce qui rapporte véritablement de l'argent, ce qui apporte de la plus-value. Vous connaissez bien ces exemples, tels que celui du chocolat. Quand on parle du cacao, on comprend des pays comme la Côte d'Ivoire, le Ghana, qui sont de grands producteurs mondiaux, mais qui ne transformaient quasiment pas leur chocolat jusqu'à récemment, et qui achetaient, qui importaient beaucoup de chocolat manufacturé. C'est très grave. C'est-à-dire que vous produisez les matières, mais vous ne transformez pas. Celui qui transforme vous vendra beaucoup plus cher un produit qui est fabriqué avec ce que vous-même vous avez cultivé. C'est terrible. Et c'est pareil pour plein d'autres types de matières premières. C'est pas qu'en Côte d'Ivoire, hein, c'est partout en Afrique. Nous produisons, nous ne transformons pas. Heureusement, ça a commencé à changer tout doucement. La Côte d'Ivoire, je pense maintenant qu'il y a des unités de transformation de chocolat. Il y avait des petits transformateurs. Maintenant, il y en a de plus grosses unités. Au Bénin, on commence par transformer le coton.
Donc il y a des t-shirts qui ont commencé à être fabriqués sur place, 100% coton, puisqu'on est au Bénin de gros producteurs de coton. Et dans d'autres pays, ben ça s'opère aussi tout doucement, les mutations s'opèrent. Donc vous pouvez regarder de ce côté-là, parce que c'est lorsqu'on industrialise qu'on gagne beaucoup d'argent. C'est lorsqu'on transforme qu'on gagne beaucoup d'argent. Regardez le nombre de mangues qui sont jetées. Ce sont des tonnes de mangues qui sont jetées en Côte d'Ivoire chaque année, parce qu'elles sont produites, mais les cultivateurs n'ont pas de débouchés. Au Bénin, c'est le même cas pour les oranges. Et dans les autres pays d'Afrique, il y a des cultures qui sont dans la même situation. Il y a donc beaucoup d'argent à se faire si vous arrivez à identifier, par exemple, ces cultures-là et que vous trouvez le moyen de les transformer, de les rendre attrayantes avec du bon marketing derrière. Ça, c'est ce qu'on sait faire le mieux. Quand je dis on, moi, mes équipes et moi, on le fait beaucoup. Si vous avez besoin d'assistance sur des questions de marketing, études de marché, marketing opérationnel, communication et compagnie, contactez-nous. Il y a un lien en description. Bref, vous rajoutez tout ce qu'il faut autour et vous allez réussir à vendre un produit. Allez vers la transformation. Et en attendant d'industrialiser, vous pouvez semi-mécaniser, vous pouvez commencer tout doucement. D'accord? C'est important de le faire parce que c'est là qu'on crée beaucoup d'emplois. On a un véritable impact sur la communauté, sur les pays, sur le continent. On gagne beaucoup d'argent aussi et on devient stratégique pour les pays. C'est comme ça que quelqu'un comme Dangote est devenu too big to fail. Too big to fail, TBTF. C'est-à-dire qu'il est tellement gros qu'on ne peut pas laisser un opérateur pareil périr. Comme les GAFA ailleurs. Parce que quand on parle d'industrie, on prend le Nigeria et l'Afrique en général, Dangote, c'est le plus gros industriel. Donc, en attendant d'être Dangote, vous pouvez commencer avec la semi-mécanisation ou d'autres choses, mais il y a beaucoup d'argent là. Ne passez pas à côté. Secteur numéro 4, tout ce qui est outsourcing, c'est-à-dire externalisation. Alors, l'Asie a fait ça pendant longtemps, et l'Afrique a commencé depuis pas très longtemps, mais c'est déjà bien. Il faut qu'on suive cette voie. Qu'est-ce que c'est l'outsourcing? Il s'agit en fait de permettre à des grosses entreprises à travers le monde de pouvoir externaliser certaines tâches que vous allez accomplir pour elles. C'est ce qu'on retrouve beaucoup dans les centres d'appel. Vous savez, ces centres d'appel, vous avez plusieurs dizaines ou centaines de personnes qui répondent au téléphone et qui disent « Oui, allô, bonjour ». Lorsque vous appelez le service client, par exemple, d'une société de télécommunications, ou d'une entreprise qui vend de l'électroménager, etc. Vous appelez le service client pour vous plaindre, vous avez un problème, vous voulez une info. Vous pensez que vous avez appelé quelqu'un qui est en France parce que vous êtes en France, ou en Italie parce que vous êtes en Italie, ou aux États-Unis parce que vous êtes aux États-Unis. Non. Parfois, vous parlez à quelqu'un qui est au Maroc. Vous parlez à quelqu'un qui est dans un autre pays à des milliers de kilomètres et qui travaille pour cette entreprise dont vous avez acheté le produit et qui a, elle, externalisé cette tâche-là. Pourquoi est-ce que l'outsourcing, ça marche en Asie, en Afrique et dans cette région-là? Parce que la main-d'œuvre coûte moins cher. Donc, une entreprise sera intéressée par vos services si elle sait que vous allez lui facturer, par exemple, 200 francs par mois, alors que pour la même prestation, elle aurait payé 600, 700, 800 francs le mois dans son pays d'origine ou son pays d'activité. Elle préfère donc venir vous payer ces 200 francs par mois. Et vous avez donc une équipe qui travaille pour vous, vous allez payer 50, 60, 70 francs à chaque personne. Quand je dis 200 francs, c'est par personne, c'est un exemple. Hein. Donc vous allez payer beaucoup moins aux personnes que vous employez parce que le niveau de vie est plus bas dans nos pays, le salaire minimum est plus bas. Donc ces grosses entreprises, elles recherchent des entreprises dans les pays dits soit du tiers-monde, soit du sud, soit pays moins avancés, soit pays en développement, tout ce que vous voulez pour pouvoir avancer. Voilà comment est-ce que des gens gagnent beaucoup d'argent, hein, en développant des call centers ou encore en mettant sur pied des équipes avec des développeurs. Ça, en Asie, ils sont très forts pour ça, surtout en Inde. Vous avez une batterie de développeurs qui est là. C'est des gens qui vont aller chercher des projets pour développer des applications, des sites web, qui vont vous faire un travail formidable pour 3-4 fois moins cher qu'en Europe, aux États-Unis ou dans les pays développés. Donc voilà comment vous pouvez exploiter l'outsourcing. Créer une équipe de développeurs, créer un call center, etc., etc., etc. Ensuite, secteur numéro 5, l'immobilier. Tout le monde sait que c'est très rentable, n'est-ce pas? Est-ce que j'ai besoin de développer? Alors, la démographie est également ici un facteur clé, puisque on sait que plus il y a de monde, plus le besoin se fera sentir. Les gens ont besoin de se loger, comme ils ont besoin de se nourrir, d'où l'agriculture dont on a parlé, ils ont besoin de s'instruire, l'éducation. Ils ont besoin de se loger, c'est un besoin vital.
hein, c'est un des besoins les plus importants. Et il y a également le fait qu'en Afrique, la décentralisation ne soit pas encore véritablement bien ancrée, bien déployée dans nos pays. Notamment en Afrique francophone, nos pays ne sont pas encore assez bien décentralisés, ce qui fait que il y a cet exode rural qui est massif. Tout le monde va vers les grandes villes, vers les centres, les pôles économiques, parce que tout le monde veut un avenir meilleur. Et finalement, ces villes-là sont congestionnées. Donc, les villes périphériques se développent, comme Bingerville, hein, qui, aux alentours d'Abidjan, est en train de se développer de façon phénoménale, comme Calavi au Bénin, qui, aux abords de Cotonou, s'est développé, est saturé aujourd'hui aussi. Donc, une fois que ça a été saturé, ben, ça a été repoussé, les gens sont allés un peu plus loin, sont allés vers Contomain, sont allés vers Paou, Révier. Bref, ça continue à s'étendre progressivement. Donc, si vous investissez dans l'immobilier, résidentiel par exemple, vous aurez toujours des gens pour louer par exemple vos biens si c'est ce que vous choisissez. Je ne dis pas que c'est le meilleur moyen d'investir dans l'immobilier, c'est un exemple. Les gens vont forcément louer des terres, les gens vont louer pardon, des appartements, des maisons, les gens vont acheter des terres pour construire leur habitation, etc. Vous pouvez également être dans l'immobilier pour du développement agricole. Parce que pour faire de l'agro-business, on en a parlé tout à l'heure, il faut des terres. Donc l'immobilier, ça marche très bien. Vous pouvez acheter des terres, les revendre. J'en parle dans une vidéo sur la chaîne. Regardez dans la playlist Business en or. Comme vous pouvez également acheter, viabiliser vous-même, construire des biens à vendre, à louer, etc. En sachant que les villes étant maintenant bondées, on va de plus en plus construire à la verticale. Eh bien oui, parce que là où vous construisez à l'horizontale pour une famille de 5 personnes, à la verticale, quand vous avez 12, 13, 14, 15 étages, vous voyez combien de familles vous pouvez loger. Combien de personnes est-ce que vous pouvez abriter dans un tel édifice. Donc, l'immobilier est un secteur très rentable. Notez-le. Ensuite, secteur numéro 6, les NTIC. Tout ce qui concerne les nouvelles technologies de l'information. L'intelligence artificielle aujourd'hui, qui vient se greffer, qui vient donc gonfler les possibilités qu'il y a dans tout ce qui est technologie. Donc, vous pouvez regarder du côté des métiers du web. Hein. Il y a plein de métiers. Vous pouvez être freelance, vous pouvez être youtubeur, vous pouvez être blogueur. Regardez Linda Ikeji au Nigeria, qui est multimilliardaire en Naira, donc multimilliardaire en CFA. Alors qu'elle n'a commencé qu'en faisant du blogging, elle ne savait pas où ça mènerait. Elle est toujours blogueuse, elle a d'autres business, mais elle est blogueuse principalement, et c'est une blogueuse, on va dire, de luxe, quoi. VIP, qui gagne énormément d'argent. Wode Maya, qui est un youtubeur ghanéen, ses revenus, c'est la folie. D'accord? C'est des gens qui gagnent des dizaines de milliers de dollars par mois. Bon. Donc, il y a de l'argent à se faire sur Internet. Vous pouvez être du côté des programmeurs, des développeurs, vous pouvez être vraiment dans cet aspect très technique. Vous pouvez également être du côté que j'appelle un peu plus média. D'accord? Youtubeur, blogueur, avoir une page sur un réseau social ou un compte que vous animez de façon pertinente, intelligente, stratégique pour atteindre un but. C'est-à-dire pouvoir rentabiliser vos services et pas juste être là à faire l'intéressant ou le guignol parce que ça sert à rien. Il faut avoir une stratégie derrière. Il faut comprendre que ce sont des business et que ce n'est pas simplement du divertissement. Ok? C'est entertainment, but business also. Firstly business, d'ailleurs. Business avant tout. Donc, regardez du côté des NTIC en général. Intelligence artificielle, tout ça. Aujourd'hui, il y a des nouveaux métiers, un prompt engineer, donc des ingénieurs de prompt, des personnes qui savent parler à ChatGPT par exemple. Les gens sont payés pour ça. C'est un métier qui est né. D'accord? Des gens qui vont pouvoir parler avec ces intelligences artificielles-là et leur dire ce qu'il faut pour obtenir le résultat qu'il vous faut. Pour vous dire, les possibilités aujourd'hui, elles sont illimitées. Les freelancers sur Upwork, Fiverr et tout ça, demandez-leur combien ils gagnent. Ils vous diront peut-être pas, mais, mais c'est des sommes très importantes. Secteur numéro 7, la distribution. Alors, la distribution, c'est un secteur stratégique. Et donc, comme tout secteur stratégique, rentable. Que se passe-t-il quand vous êtes distributeur? Quand vous êtes distributeur, vous êtes super puissant. Vous avez un super pouvoir, qui est celui de connecter les industriels, les acteurs de l'agro-business et tout ça, au consommateur final. Et ça, c'est extraordinaire. Regardez, lorsque vous allez dans une boutique de votre quartier, boutique de proximité, c'est cette boutique-là qui vous permet d'acheter votre huile, d'acheter le lait, qui vous permet d'acheter le papier hygiénique, la brosse à dents parfois, etc.
commerce de proximité qui vous dessert. Vous allez dans un supermarché, c'est pareil. Vous allez dans un hypermarché, c'est pareil. Vous allez dans une chaîne, enfin dans un centre commercial, c'est pareil. Les distributeurs, ce sont donc ces enseignes-là qui font le lien entre les fabricants de produits de tout type et le consommateur final. Vous n'allez pas dans une usine pour aller acheter 2 pâtes dentifrice et puis un paquet de farine de blé. Mais non, personne ne va vous recevoir. Parce que ces entreprises vendent en gros. Et les distributeurs achètent et distribuent. C'est pour ça qu'ils sont surpuissants. Dans certains pays, les gros supermarchés, les grosses chaînes sont tellement puissantes que ce sont elles qui imposent les prix. Elles imposent les prix. Vous vous rendez compte? Elles imposent les prix de vente à différents acteurs. Donc elles vous disent, moi je vais te prendre 10 000 unités de ce que tu fais, je t'en prends 10 000 par jour, mais la réalité c'est que tu vas devoir baisser tes prix, parce que moi je t'impose le prix. Maintenant si tu ne veux pas continuer à vendre tout seul, on verra jusqu'où tu peux aller. Donc quand vous êtes distributeur, vous avez un contrôle parce que vous êtes stratégique de la chaîne. Si les gens produisent et ne peuvent pas vendre, c'est mort, ils vont tomber en faillite. Donc ils ont besoin de vous. Voilà pourquoi il est intéressant de regarder aussi de ce côté. Vous voyez que dans nos pays, il y a beaucoup de nationalités étrangères qui ont pris le contrôle dans différents pays de ces secteurs-là, qui sont des secteurs vitaux. Il serait bien qu'il y ait de plus en plus de nationaux aussi, d'Africains, qui développent des chaînes de supermarchés, qui développent des chaînes de commerce de proximité, donc des ensembles de boutiques, qui sont des boutiques de proximité, mais à grande échelle. Ça, c'est des projets qui peuvent être très intéressants. Si ça intéresse des gens parmi vous qui ont les moyens d'investir dedans, parce que c'est quand même beaucoup d'investissement, n'hésitez pas à nous contacter. Nous, on peut vous accompagner sur tout ce qui est études de marché, ce qui est développement stratégique en général, donc le business plan, le plan marketing, le déploiement, etc., etc. Et je pense qu'il y a beaucoup d'argent à se faire dans ce secteur-là. Beaucoup d'argent. Mais il faut investir aussi. C'est pas des secteurs dans lesquels on investit avec 2, 3, 4, 5, 10 millions. Il faut beaucoup de moyens également. Enfin, je pense qu'on peut commencer avec quelques millions, même 10 millions. On peut démarrer, ouvrir quelques points. Mais après, il va falloir investir davantage. Voilà. Alors, secteur numéro 8. Les transports. Yes, vous savez bien que la mobilité, c'est important. Il faut se déplacer. Plus on va être nombreux, plus le besoin sera pressant. Donc, vous pouvez investir dans ce domaine-là. Ça veut dire que vous pouvez avoir une compagnie de bus. Vous pouvez avoir également une flotte de minibus, ce qui revient beaucoup moins cher. Les gros bus, c'est un autre niveau d'investissement. Les minibus, que ce soit les Baka en Côte d'Ivoire ou les J5, J9 au Bénin, il y a des appellations certainement différentes dans chaque pays. Je serais curieux de savoir. N'hésitez pas à nous dire en commentaire. Eh bien, une flotte de ce genre de véhicules également, ça marche énormément parce que tout le monde a besoin de se déplacer. Il y a des gens qui ont 200 francs pour se déplacer par jour. Il y en a qui ont 5000. Il y en a qui ont 1000 francs. Donc, quel que soit votre positionnement, vous aurez de la clientèle. C'est pour ça que les VTC marchent un peu partout. Dans le pays, Yango, Uber et ceci et cela, ils sont installés, ils sont venus avec des technologies éprouvées ailleurs. On peut nous-mêmes développer nos technologies, nos flottes. Donc, vous pouvez être dans le transport justement donc en commun. Vous pouvez également décider juste d'acheter des motos pour les vendre. Des voitures aussi, ceux qui sont dans le commerce de voitures, ça fonctionne. Je ne sais pas si ça fonctionne toujours aussi bien dans tous les pays qu'il y a quelques années, mais ça marche. Les motos, ça marche et ça continuera à marcher parce que c'est plus accessible. Et beaucoup de gens ont la facilité d'aller vers ce moyen de déplacement. Donc, tout ce qui est transport, ça va continuer à rapporter beaucoup d'argent. Évidemment, je ne vais pas parler de compagnie aérienne, c'est d'autres niveaux d'investissement, mais vous comprenez bien que ça fait partie du transport, il y a de l'argent là-dedans aussi. Tout ce qui est train, chemin de fer, métro, lorsqu'il y en aura de plus en plus. Voilà autant de business dans le secteur des transports qui rapportent beaucoup d'argent. Numéro 9, on est bientôt à la fin donc de notre liste. Numéro 9, la FinTech. Alors, la FinTech, c'est l'utilisation des nouvelles technologies qui permet de digitaliser la finance, tous les services financiers. On va dire ça simplement. D'accord? Donc, toutes les startups qui sont dans la finance apportent des solutions pour faciliter les échanges financiers. Et forcément, ça fonctionne parce que nous sommes à l'ère de la digitalisation. Les gros télécoms, par exemple, tous les groupes télécoms, malgré leur développement en interne,
tout ce qu'ils mettent en place, ils sont toujours à la recherche de startups qui proposent des solutions, qui vont pouvoir s'adosser à leur service à eux pour pouvoir satisfaire davantage le consommateur. On a un taux de bancarisation qui est très faible en Afrique. Et pour cela, les fintech ont de l'avenir parce qu'elles permettent de connecter la plupart des Africains à des services financiers auxquels ils n'avaient pas accès. Combien d'Africains ont des cartes bancaires? Combien d'Africains ont des comptes bancaires? Soyons réalistes, sortons de notre bulle. Nous ne sommes pas la majorité. Vous qui regardez et qui comprenez ce que je dis, combien sommes-nous? Regardez les statistiques de nos pays. Il y a de nombreuses personnes en zone rurale et même dans les zones urbaines qui n'ont pas de compte bancaire et qui n'ont pas de carte bancaire. Alors, s'il n'y avait pas eu toutes les monnaies, mobile money et tout ça, ça aurait été très difficile d'accélérer les échanges commerciaux. Et c'est grâce aux fintech qu'on a les agrégateurs de paiement qui permettent de payer sur des sites en ligne avec son téléphone. C'est grâce aux fintech qu'on a tout ce qui est monnaie mobile en général et tous les services qui arrivent ensuite. Donc tontine, applications qui permettent, de faire de la tontine, etc. Tout ça, ce sont les fintech. Donc c'est juste génialissime. Il y a beaucoup d'argent à se faire dedans si vous avez des compétences dans ce domaine-là. C'est un secteur à lorgner. Si vous n'avez pas des compétences, vous pouvez toujours embaucher des gens et créer des fintech, bien sûr, et être le patron et avoir des CTO, donc des gens qui sont techniquement en charge de développer les choses. Et voilà, essayez de revendre votre boîte après ou de la développer, de la faire grossière et la garder si c'est une passion. Voilà, voilà. Et je terminerai avec le 10e secteur qui, pour moi, va fabriquer de plus en plus de milliardaires en Afrique. C'est le secteur des médias. Les médias ont le pouvoir. Encore une fois, c'est comme les distributeurs. Les distributeurs vous permettent d'avoir accès à des produits. Les médias vous permettent d'avoir accès à l'information. Les médias distribuent l'information. C'est pour ça qu'ils ont le pouvoir. C'est pour ça qu'il y a des gens, enfin, la majorité des gens regardent une information à la télé et disent « Ah oui, oui, j'ai entendu ça sur telle chaîne. » Parce qu'ils partent, il y a un biais de crédibilité. Ils partent du principe qu'en fait, c'est réel. Que ce qu'on entend à la télé, c'est vrai. Ce qu'on entend à la radio, c'est vrai. Ce qu'on lit dans un magazine, c'est vrai. Ben, c'est faux. C'est ça le pouvoir des médias. C'est de vous faire croire que tout ce qu'ils disent est vrai, est vérifié, a été contrôlé. C'est d'autant plus faux qu'aujourd'hui, à l'ère d'Internet, où tout va très vite, tous les médias ont besoin d'être tout le temps dans l'urgence pour donner des nouvelles infos tout le temps et prennent plus la peine d'investiguer. Il y a d'ailleurs des journalistes, on va dire, pontins, bons gens, qui sont des traditionalistes de la discipline journalistique et qui déplorent le fait que même les grands médias aujourd'hui font un petit peu de l'information à rabais parce qu'il faut aller vite. Alors l'opportunité, elle est où? À partir du moment où vous êtes un média et que vous avez une grosse audience, les gens vont vous donner de l'argent pour pouvoir utiliser votre canal. C'est comme ça qu'on fonctionne le média. Vous avez des annonceurs, donc des personnes qui viennent faire de la publicité pour passer en fait sur votre chaîne ou dans votre journal, etc. Aujourd'hui, vous n'avez pas besoin forcément d'aller créer un média traditionnel de type télé, radio, magazine. Vous pouvez le faire, mais il y a d'autres façons de le faire. Vous pouvez avoir une chaîne YouTube, vous pouvez avoir un compte TikTok, vous pouvez avoir un blog, une page Facebook. À partir du moment où vous avez une grosse communauté, vous aurez de l'impact. C'est ce que font ce qu'on appelle aujourd'hui de façon vulgaire, hein, les influenceurs, qui, quand ils ont une certaine communauté, monnaient leur page en disant, moi je peux poster telle chose pour tel événement, pour telle actualité, mais je prends 50 000, je prends 100 000, je prends ci. Je connais des gens en Côte d'Ivoire qui gagnent entre 300 et 500 000 francs par jour. Ils ne sont pas nombreux, mais je veux dire ceux qui ont de très grosses pages. Oui, parce que parfois ils font 6 posts dans la journée, qui sont des posts payants, sponsorisés, les gens ont acheté. Donc aujourd'hui, si vous avez une bonne communauté, vous pouvez revendre ça. Mais attention, ne tombez pas dans le piège de vouloir avoir du monde trop vite, c'est-à-dire une grosse communauté, sans avoir de la qualité. Parce qu'il y a des techniques pour avoir beaucoup de monde. Hein. Vous pouvez acheter des fans, vous pouvez aussi raconter tout et n'importe quoi pour que les gens s'abonnent. Mais est-ce que votre audience est une audience monétisable? Si vous avez des abonnés qui sont incapables de sortir 1500 francs CFA, lorsque vous allez recommander un produit, alors votre audience n'est pas monétisable. Personne ne va payer ou les gens vont payer au début et rapidement ils vont se rendre compte que c'était du bluff et ils vont se barrer. Donc ayez une audience de qualité, faites en sorte d'avoir une audience de qualité et une audience qui soit ciblée sur une thématique donnée. Vous parlez de mode, vous parlez de cuisine peut-être que vous parlez de business comme moi et de développement personnel, ou alors vous parlez d'immigration. Voilà, il y a tellement de thématiques, de produits de luxe. Vous choisissez votre niche, vous vous spécialisez
Et lorsque votre communauté va grossir, vous pourrez vendre de l'espace sur votre page. Vous pourrez faire des posts sponsorisés, faire des placements de produits. Vous pourrez faire de la promotion de certains entrepreneurs. Tout ça, ça va être payant évidemment. Vous pourrez faire de l'affiliation. Bref, les possibilités sont illimitées. Mais ça demande du temps. Si vous êtes dans ce secteur-là, il faut savoir que ça demande du temps. Et il faut aussi consacrer de façon intelligente. Il faut comprendre que si vous voulez le faire, c'est un business et ne plus considérer ça comme une activité aléatoire ou secondaire. Comprendre que c'est un véritable business et il faut donc avoir une stratégie, un vrai plan, un business plan même pour avancer et savoir où vous allez. Voilà. Cette vidéo a été un peu longue, n'est-ce pas? Ben, pour moi, c'était essentiel parce que j'ai parlé de 10 secteurs. Il n'était pas question de bâcler les choses. J'en profite pour dire à ceux qui se plaignent de la longueur de mes vidéos que ça ne va pas changer. Il y a certaines vidéos qui sont courtes, d'autres sont longues. Je ne calcule pas le temps que je devrais faire pour mettre une vidéo en ligne, combien de minutes. Non, je ne suis pas dans une logique aussi calibrée et calculée. Ce que je fais, c'est vraiment de vous donner l'information la plus pertinente selon les sujets. Alors oui, il y a des vidéos de 6 minutes, de 8 minutes sur la chaîne. Ok, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a aussi de 10, 12, 13 minutes, ok? Et il y en a de 30 minutes. Parce que si j'avais voulu faire 5 secteurs maintenant et 5 secteurs après, j'aurais pu faire des vidéos d'une quinzaine de minutes. Mais j'ai voulu pour cette fois-ci faire une vidéo complète où je peux aborder chacun de ces secteurs, vous dire ce que j'en pense. Et voilà, c'est fait. Donc si vous avez suivi jusqu'à la fin, je vous remercie. J'espère que vous avez appris quelque chose. Je vous invite à découvrir tout l'écosystème Rock en commentaire. Il y a donc les liens vers notre plateforme de e-learning, vers les ouvrages que j'ai écrits sur l'entrepreneuriat et le développement personnel, vers mon album de musique urbaine qui traite également de développement personnel en chanson, vers quoi d'autre? Vers tout. Vers également la page qui vous permet de réserver un coaching, une séance de consulting si vous avez un projet ou si vous avez besoin d'être accompagné, soit en business ou en développement personnel. Voilà. En attendant qu'on se retrouve pour une nouvelle vidéo, prenez soin de vous, de votre corps, mais aussi surtout de votre esprit, de votre mind. Rêvons, osons, créons, soyons rock.